Est-ce que vous êtes passé en France, Thomas? Est-ce que vous avez passé la frontière? Je suis à la frontière, voilà, il y a des drapeaux de partout, on y est là, pile poil. Bon, j'ai emmené ma carte d'identité, ça devrait passer, mais c'est bon, apparemment ça passe, on est passé. Et c'est vrai, hein, comme le rappelait Thomas Vauclair, Tim Wellens est quand même spécialiste des classiques ardennaises, donc ça aurait pu être un final qui lui convient. Oui, c'est étonnant. Enfin, il s'est trouvé très certainement aspiré. Ça arrive, hein, on est dans la roue d'un gars qui attaque, on suit, on accompagne, comme on dit. Et là, il se retrouve dans l'échappée. Peut-être se pose-t-il déjà la question, mais est-ce que j'ai fait vraiment la bonne opération? C'est toujours plaisant, hein, d'être échappé sur le Tour de France, mais évidemment, il va tirer des cartouches. Et c'est certain, si ça revient sur cette échappée, il n'aura pas la capacité d'être présent dans le final pour peser sur la course. Oui, parce que Tim Wellens, c'est un champion, c'est un excellent coureur, Tim Wellens, hein, vainqueur d'étape sur le Tour d'Italie notamment. Il a gagné des belles courses, la Flèche Brabançonne entre autres, Tim Wellens. C'est un acteur des classiques flandriennes, des grands tours également. Un garçon intègre, très sympa, très apprécié également dans le peloton. Tim Wellens donc, qui se lance dans une échappée au long cours avec 4 baroudeurs patentés. Ils sont tous français. Anthony Delaplace, Paul Ourselin, le jeune coureur normand de l'équipe Direct Énergie qui découvre, lui, le Tour de France, tout comme Stéphane Rossetto, également présent dans l'échappée pour l'équipe Cofidis. Et puis, le 5e homme, c'est donc Johan Offredo, le miraculé de Denain, bien sûr, après sa chute au mois d'avril sur un secteur pavé du Grand Prix de Denain et une paralysie partielle qui s'en était suivie. Eh bien, il a repris le fil de sa carrière avec courage et il est au départ aujourd'hui donc de cette 3e étape du Tour de France et il est à l'avant surtout, Johan Offredo. Encore une très belle abbaye. Alors nous parlions tout à l'heure de l'abbaye de Bonne-Espérance dont vous avez vu qu'elle avait été préservée à la Révolution. C'était le seul cas d'une abbaye dans le Hainaut qui n'est pas, bien que vendue comme bien national à l'époque de l'occupation française, n'est pas été détruite. Celle-ci l'a été en revanche, vous voyez. Elle a subi de graves dommages, mais je trouve qu'il y a une véritable poésie dans ces ruines d'abbaye qui constituent un paysage somme toute romantique. Je parlais tout à l'heure de bière d'abbaye. Alors la bière de l'abbaye d'Aulne est particulièrement réputée. La brasserie est installée dans les anciennes écuries du XVIIIe siècle. Vous voyez, ce sont les bâtiments qui aujourd'hui encore sont en parfait état. Il m'a semblé voir tout à l'heure, juste avant l'abbaye, que le peloton s'est tiré. Alors, très probablement que voilà, l'équipe du maillot jaune a commencé déjà à imposer un train en tête du peloton pour éviter que les échappés qui continuent d'appuyer fort sur les pédales ne s'envolent, ne prennent trop facilement déjà des précieuses minutes qu'il va falloir reprendre tout à l'heure. Parce que l'objectif pour cette équipe Jumbo-Visma, c'est bien entendu de conserver le maillot jaune en premier lieu. Et on l'a compris avec l'interview de Wout van Aert, pourquoi pas gagner à nouveau l'étape? Pourquoi pas, effectivement, cette équipe qui a la main mise sur ce début de Tour de France. Peter Sagan lui a retrouvé sa 2e peau, le maillot vert de leader du classement par points. Peter Sagan, qui n'aura finalement passé qu'un jour avec son maillot de marque, son maillot d'équipe à l'occasion de la première étape. Nous sommes en France, les coureurs, le Tour de France est en France, dans la traversée de Jeumont. Nous sommes dans le département du Nord. Et oui, ça y est. Le Tour de France est chez lui, si l'on peut dire, en France. Allez, c'est Tony Martin maintenant qui est en tête. Dernier petit salut au patrimoine belge, ce somptueux, merveilleux château de Sols-sur-Sambre, qui est, comme vous le voyez, une maison forte. Là, est-ce qu'on peut parler de maison forte, hein? C'est assez magnifique, avec ce donjon porche, vous voyez, très impressionnant, et puis ces petites ailes qui finissent par des tours à poivrières. Voilà l'exemple même d'une belle demeure du 14-15e siècle, qui est dans la maison de Mérode, la famille de Mérode. Vous savez que la famille de Mérode est une des plus grandes familles de l'aristocratie locale. Le prince Alexandre de Mérode, qui est mort en 2002, a d'ailleurs joué un rôle très important dans l'évolution de l'éthique du sport à la fin du XXe siècle. Il était notamment vice-président du Comité international olympique de 1964 à 2002, à sa mort. Et puisque nous traversons Jeumont, eh bien on va saluer un champion du monde, mais de football cette fois, c'est Benjamin Pavard, qui est originaire de Jeumont, tout près de la frontière belge. Donc Benjamin Pavard, sacré champion du monde avec l'équipe de France l'an dernier, en Russie, il y a un an tout juste, et qui s'était distingué notamment par ce but somptueux en 8e de finale face à l'Argentine, bien évidemment.
Tony Martin, lui aussi a été champion du monde, mais du contre-la-montre avec 2 roues. Tony Martin, qui semble retrouver une seconde jeunesse depuis le départ de ce Tour de France. C'est vrai qu'il a connu 2 saisons difficiles. Il a changé d'équipe. Il était chez Katusha, il est désormais chez Jumbo-Visma. Mais on sent que Tony Martin, qui prend de l'âge, puisqu'il a 34 ans maintenant, Tony Martin, mais on le sent vraiment en jambes sur ce Tour de France. Oui, il est bien, puis là, il adopte un rôle de coéquipier. Et puis quel coéquipier, hein. Il n'y a pas besoin de mettre 3 coureurs de l'équipe Jumbo-Visma en tête du peloton pour contrôler la course. On met Tony Martin, ça suffit, il est content. Il va rouler longtemps et ça va lui plaire. Ouais, quand on est échappé et qu'on sait que Tony Martin régule l'allure du peloton, on peut se faire du souci. Ouais, il vaut mieux être échappé avec lui, c'est voilà. C'est sûr, ouais. Allez, petit réglage pour Paul Ourselin au niveau des oreillettes. À mon avis, il n'entendait plus les consignes de son directeur sportif. Donc on essaye de faire des rebranchements. Oui, on rebranche le câble ou on va changer peut-être même directement le récepteur. Voilà. Ça marche pas bien, du coup c'est embêtant. Et puis surtout, c'est pas le moment d'aller prendre le risque de l'arranger soi-même pour se casser la pipe. Oui, Thomas, vous avez connu ce genre de problème avec l'oreillette, avec le récepteur? Ah, bien entendu, mais moi ce que j'aimais bien, c'est de faire semblant qu'elle ait un problème et de la donner pour être tranquille après. C'est surtout ça ma technique. Ouais. C'est ça, oui, t'as raison. Mais après, à la place de Paul Ourselin, c'est un jeune coureur, il découvre le Tour de France, donc c'est un outil indispensable pour un jeune coureur qui débute sur le Tour, parce qu'il a besoin d'être rassuré sur le comportement adopté. C'est pas anodin, une échappée sur un Tour de France, c'est pas la même chose que sur une autre course du calendrier. Il y a de la pression, il y a un engouement médiatique énorme. Et d'ailleurs, c'est un coureur qui doit justement ne pas se laisser griser par l'événement aujourd'hui. Au contraire, de coureurs comme plus expérimentés dans les échappées, comme Johan Ofredo par exemple, ou Anthony Delaplace, qui sont dans cette échappée également. Parlez-nous justement, Thomas, de ce jeune coureur Paul Ourselin, le Normand, qui découvre effectivement le Tour de France cette année. C'est un coureur qui progresse d'année en année. Je crois que c'est sa 3e année professionnelle. Dès sa première année, il a tout de suite su intégrer ce que c'était que le travail de coureur cycliste, le métier de coureur cycliste, parce que des fois, on a beau avoir des super résultats chez les jeunes, chez les professionnels, on ne court pas de la même manière. Il y a un travail d'équipier à faire. Il faut un petit peu passer les échelons. Après, il faut savoir jouer sa carte personnelle aussi, tout en pensant au collectif. Et c'est un garçon chez Total Direct Energy qui progresse petit à petit, mais de fort belle manière, et qui va croquer dans ce premier Tour de France à pleines dents. Ouais. Et on a perçu à l'image David Gaudu qui est tombé hier dans le chrono par équipe, mais ça n'a pas été le seul à aller à la faute dans cette formation Groupama FDJ, puisque Mathieu Ladanius également est tombé. 2 chutes à déplorer dans cette formation lors du contre-la-montre par équipe. Heureusement, les deux vont bien. D'ailleurs, pour être complet sur ce sujet, David Gaudu qui est tombé, il est tombé dans le dernier kilomètre et du coup, il a été crédité du même temps que le groupe auquel il appartenait. Ça, c'est la règle pour le contre-la-montre par équipe. Une chute ou un incident dans le dernier kilomètre et vous êtes crédité du même temps que le reste du groupe dans lequel vous étiez. Donc, il est très bien classé encore au classement général. Il n'a pas perdu de temps. Je vous parlais de la famille de Mérode il y a un instant. Mais voilà encore un château qui appartient aux Mérode, enfin qui en tout cas leur a appartenu. C'est la comtesse de Mérode, la célèbre comtesse de Mérode, qui était un personnage extraordinaire, né Rochechouart-Mortemart, qui l'avait fait restaurer à la Belle Époque, dans les années 1898-1900. Jolie demeure, vous voyez, avec cette série de pignons qui ornent la façade extérieure. Beaucoup d'allure dans cette demeure, avec ses grandes fenêtres à meneaux, avec tous ces chiens assis, toutes ces poivrières, etc. Exactement le genre de château où l'on aime distinguer les différents héritages du temps. Le château domine l'Odeur. Âme-sur-Eure. 2 minutes 20, l'avance des 5 hommes de tête sur le peloton. Et bien justement, on va faire le point avec Thierry. Pour l'instant, c'est calme plat, Thierry. Ouais, bien en file indienne quand même, le peloton. Alors c'est vrai, on est dans une légère descente, mais ça fait quand même 250 mètres, 300 mètres de longueur cette histoire. On a eu, c'est vrai,
un petit moment où tout était désordonné. Il a fallu se réorganiser sur chaque vélo. Certains en ont profité pour s'arrêter sur le bas-côté. Steven Kruijswijk, qui depuis le départ fictif a un problème, le leader de l'équipe Jumbo-Visma, qui a un problème avec son dérailleur, a fini, je crois, enfin par le résoudre. Et puis voilà, il y avait TJ Van Garderen à l'instant même pour l'équipe Education First qui avait un problème d'oreillette et de récepteur. Et a priori, on ne se comprenait pas sans récepteur. C'est quand même un petit peu embêtant avec son directeur sportif. Enfin, il a changé et puis voilà, ça s'est mis à rouler. Donc il ne faut mieux pas trop traîner sur le bord de la route. Ce que fait très bien Adam Yates là, à l'instant même, qui s'était arrêté et qui revient très vite dans un peloton toujours très étiré, qui là est sur une partie un petit peu plus montante. Oui, avec toujours Tony Martin à l'avant de ce peloton. Oui, c'est vrai, j'ai parlé de calme plat. Non, c'est pas tout à fait l'expression appropriée, puisque Il n'y a pas de stress. il n'y a pas de stress, non. Il n'y aura pas d'action à craindre en tête du peloton. Mais Tony Martin, il se fait plaisir. Il contrôle, on lui a donné cette mission, il contrôle, et puis il en fait même un peu trop pour le coup, parce qu'il revient presque sur les échappées. Il avait repris 30 secondes. Alors à noter également que le peloton évolue quand même avec le vent 3/4 d'eau. Hein. Donc ça va aller très vite. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Alors on est toujours dans la même direction, du En plus. nord vers le sud. Donc vent dans le dos. On croit toujours que le vélo c'est facile, le vent dans le dos, mais quand on est en compétition, bien souvent c'est le plus compliqué parce que ça roule très vite. Et si à un moment donné le vent est de 3/4 dans le dos, ça peut, quand il souffle fort, inspirer certaines équipes pour mener une action et provoquer des éventails, ces fameuses bordures. Alors que quand on a le vent de face, eh bien dans les roues on est bien confortable, on est à l'abri, et ceux qui sont en tête peinent davantage. Donc vélo, vent de face, quand on est en peloton, c'est quand même plus facile. La formation Astana en deuxième rideau. Pas mal d'équipiers là autour de Jakob Fuglsang, le leader de la formation kazakh. Ouais, Jakob Fuglsang qui a rassuré quand même hier. Il a perdu un peu de temps évidemment, mais voilà, on pouvait se poser la question de savoir comment il aurait récupéré de sa chute, lui touché à l'arcade sourcilière et avec un mal de genou. Mais voilà, la formation Astana a perdu 20 secondes seulement sur la formation Ineos. Voilà, c'est plutôt bon signe pour Jakob Fuglsang. Elia Viviani, un sprinter. Au fond de la classe. Ah, ça sera peut-être un peu dur pour Viviani aujourd'hui. En plus, on a Julien Alaphilippe dans les rangs de la De Koning. Donc c'est journée de repos pour Viviani qui aura une meilleure opportunité demain en direction de Nancy. D'ailleurs, Viviani, on l'annonce chez Cofidis. Rumeur peloton. Eh bien, on ira se renseigner auprès du manager de l'équipe Cofidis, Cédric Vasseur. Il n'a pas le droit de le dire encore. Non. Officiellement, le 1er août. Le 1er août, il faut attendre quelques semaines encore. Alors, vous aurez une réponse approximative. Non, mais il nous dit tout, Cédric. Il y a des fidélités comme ça. Oui, c'est un ancien de la maison, exactement, Franck. Merci Marion. Allez, Tony. Ah, on est dans le Nord, hein. Ça se sent. Ouais. Ça se voit, surtout. D'ailleurs, pour tout vous dire, c'est des gens de ma famille. C'est vrai. Ah bah allez-y, faites les présentations, Marion. N'hésitez Écoutez, pas. il y a mon oncle, mes cousins, et le vélo que vous voyez, j'ai vraiment roulé dessus lorsque j'étais en école de cyclisme. C'est Bonjour votre à tous. vélo. Oui, mais non. vraiment, j'ai roulé avec. Ouais. Et vous avez gagné avec ce vélo? Oui, bon, en école de cyclisme, mais voilà, non, c'est touchant, merci beaucoup. Vous êtes chez vous là en fait. Hein. Exactement. Je suis la régionale de l'étape. On est vraiment sur la On frontière va vous belge. surveiller de près alors. Ouais, vous avez la pancarte aujourd'hui, comme on dit, Marion. Attention. Ah oui, il va y avoir beaucoup de monde dans la roue là. Un petit clin d'œil à Marion qui nous accompagne sur ce Tour de France. On traverse le département du Nord. Vous voyez comme l'herbe est grasse, comme tout ce paysage est vert. Ça n'est pas un hasard, hein. On est dans une région schisteuse, hein. On entre dans le parc naturel régional de l'Avesnois. Et ces schistes, petit à petit, se sont altérés pour devenir de l'argile, ce qui fait d'un sous-sol imperméable. Donc l'eau reste, ça fait beaucoup d'eau, ça donne donc de l'herbe grasse. Qui dit herbe grasse dit vache, et qui dit vache dit fromage, d'où la gamme des fromages de Maroilles, bien entendu, hein, la boulette d'Avesnes, le cœur de Sermon, la crème de Maroilles, le Dompierre, etc. Ça fait sourire Marion qui connaît ça par cœur, évidemment.
La flamiche. Et la flamiche et tout ça. Et en plus, c'est bientôt l'heure du ravitaillement. Alors là, Vous voyez comment la géologie finit par avoir des conséquences sur la gastronomie. C'est passionnant la géographie finalement. Moi, je veux bien vous en ramener, mais je veux pas être. Voilà, vous allez me dire que ça sent mauvais après en cabine. mais de la non, cabine. mais non. Le Vous allez m'en maroilles, vouloir on après. adore le maroilles, Marion, pas de souci. En tout cas, on a l'impression que la canicule n'est pas passée chez vous. Hein. C'est bien vert dans votre pays, ma chère Marion. Ah voilà, ça C'est les change. schistes, Je Alex, l'attendais celle-là. C'est les schistes. Ça fait l'herbe grasse. Hein. J'ai bien retenu. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Doctus cum libro, comme on dit, savant avec un livre. C'est notre cas lors de ces commentaires, vous savez. Alex, vous n'écoutez pas beaucoup Franck. Hein. Ah, non, moi j'étais concentré sur la caméra super ralentie qui nous offre ces images magnifiques avec Stéphane Rossetto, membre de l'échappée. C'est Paul Ourselin que l'on retrouve ici à l'avant de ce groupe qui ouvre la route depuis les premiers kilomètres. 2 minutes 30 d'avance, écart inchangé pour l'instant. Ils ont baissé un peu de rythme devant, ça roule toujours vite, hein. Le vent est toujours de 3/4 dans le dos. Mais ils ont quand même un petit peu ralenti, entre guillemets, puisque un seul homme, et ils s'en sont informés pour l'instant, a engagé la poursuite derrière et on ne veut pas accorder davantage d'écart. Donc inutile de rouler beaucoup plus fort, auquel cas on mettrait davantage de personnel en tête du peloton pour maintenir le même écart. Eh oui, savoir gérer une échappée. Thomas Vauclair était un spécialiste du temps de sa splendeur, pas si lointaine d'ailleurs. Thomas, est-ce qu'ils ont la soquette légère à l'avant? Ah, je vois où vous voulez en venir, Alexandre, je vois. Non, alors, oui, pourquoi vous me demandez ça? Parce qu'il y a un petit point de règlement qui est apparu au niveau de l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, cette année, cet hiver, à l'intersaison. Il y a maintenant une hauteur maximale pour les chaussettes. On n'a pas le droit de mettre des chaussettes à la hauteur qu'on veut quand on fait du vélo au niveau professionnel. Et bon, alors je ne devrais pas le dire parce qu'il y a des arbitres, des juges, hein, des commissaires qui suivent l'échappée. J'espère qu'ils n'ont pas la télé, qu'ils ne vont pas m'écouter. Mais à mon avis, le coureur de la Lotto Soudal, Tim Wellens, peut s'exposer à une sanction parce que sa chaussette est trop haute. Car elle ne doit pas dépasser, depuis le nouveau règlement de cet hiver, une hauteur bien précise. Alors je lis, hein, parce qu'il faut faire attention aux mots, à une hauteur bien précise, à mi-distance entre la malléole de la cheville et la tête du péroné. Et vu la taille de ses chaussettes, je pense qu'il est pas dans les règles. Tout ça pourquoi l'explication, hein, c'est qu'on sait que le tissu est plus aérodynamique. Certains types de tissus sont plus aérodynamiques que la peau. Et donc c'est pour gagner quelques secondes. Ça veut dire, Thomas, que Christophe Moreau n'aurait pas pu prendre le départ de l'étape aujourd'hui, par exemple. Ah non, là, il aurait fallu qu'il demande une dérogation, mais je suis assez mal placé pour parler à ce niveau-là, je dois dire. Moi, je trouve que c'est une bonne règle, finalement, parce que c'était pas très esthétique. Ah, mais blague à part, voilà, ça se tient. Hein. C'est vrai que je pense, là, je le dis sur le ton de l'humour, mais c'est vrai qu'il y a une hauteur et là, il est pas. Voilà, alors après, c'est pas le règlement le plus important qui a été sorti de ces dernières années, mais voilà, il y a quand même un règlement respecté. Merci Thomas, voilà pour ce point de règlement donc concernant la hauteur des soquettes. Alors que l'on voit Alain Deleuil, également nordiste, qui avait l'air très heureux dans la voiture, qui donnait quelques conseils à Stéphane Offredo. Alors le vent de dos, évidemment, arrange également bien l'échappée. Hein. On force moins également à l'avant. Alors les chaussettes, là, pour... c'est bon, ça passe. Oui, il est nickel. Hein. Bon, Williams, un peu trop. Là, on va mesurer ça à l'arrivée parce que... On ira avec la règle. Oui, lui, il n'est pas au courant du règlement, sûrement. Est-ce que Thomas a précisé la sanction à laquelle les coureurs s'exposent en cas de socket non réglementaire? Une amende, très certainement. Oui, j'imagine. Rappel à l'ordre. Peut-être pas une mise hors course quand même. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non, mais je pense qu'à la base, une règle comme ça, c'est fait aussi pour stopper une certaine évolution. C'est qu'on avait avant, il y avait des sockets qui étaient juste au-dessus de la malléole, puis petit à petit, on a monté, et maintenant, on se rend compte que les coureurs utilisent des matériaux aérodynamiques et qu'il y a des chaussettes qui arrivent pratiquement à mi-mollet. Donc, stop. Il faut qu'on boit le mollet quand même. Alors, dans ce parc naturel régional de l'Avesnois, vous avez le plus grand lac du Nord. Il fait quelques 180 hectares, ce lac du Val-Joli. En fait, c'est un lac artificiel. Hein. Il est né de la création d'un barrage sur l'Helpe majeure. Un barrage qui donc a créé cette retenue d'eau très importante. Toute cette région, le pays enchanté de Marion Rousse, si je puis dire, toute cette région se
se caractérise par une sorte de douceur de vivre au sein des vergers, du bocage, beaucoup de rivières, il y a des moulins au bord de l'eau, hein, il y a également des oratoires de pierre bleue un peu partout, et puis des kiosques à danser qu'on voit au cœur des villages et qui nous montrent qu'on a toujours aimé faire la fête dans l'Avesnois. Et on a pu découvrir à droite la base nautique Marion Rousse. Oui. Ah, mais c'est là qu'elle venait à la plage. Oui, exactement. Oui, certainement. Ça doit être bien sympa d'ailleurs. Ah là là, ça chambre aujourd'hui, hein. Mais non, nous faisons honneur à votre région, Marion, votre magnifique région de l'Avesnois que l'on traverse en ce début d'étape. C'est aussi le pays de Jean-Marie Leblanc. Et oui, exactement, l'ancien directeur du Tour. Salut et qui doit nous écouter. Ouais. Jean-Marie Leblanc, qui a été cycliste professionnel, qui a couru le Tour de France, qui a été journaliste à La Voix du Nord, à l'équipe, et ensuite donc directeur du Tour de France avant de passer la main à Christian Prudhomme. Là, voilà le barrage qui crée la retenue d'eau. L'Helpe majeure n'a jamais tant mérité son nom que dans cette portion gigantesque. On dirait le Danube, là, vu comme ça. Allez, dans quelques minutes, nous allons quitter France 2, mais bien sûr, on se retrouvera sur France 3 dans la foulée pour vivre la suite de cette troisième étape du Tour de France aujourd'hui entre Binche en Belgique et Épernay dans le département de la Marne, avec un final qui s'annonce magnifique, tant d'un point de vue visuel que d'un point de vue sportif. Toujours 5 hommes à l'avant, avec donc Johan Ofredo aux avant-postes. Johan Ofredo qui dispute son troisième Tour de France et qui est un habitué des échappées au long cours sur le Tour de France. On avait vu que Sandro Meurice pour l'équipe Anti-Gobert lors de la première étape à l'avant de la course. Aujourd'hui donc c'est au tour de Johan Ofredo avec Paul Ourselin ici en dernière position. Allez, on a vu Thomas De Gendt à l'avant lors des tout premiers kilomètres. Thomas De Gendt qui vient de crever, Thierry. Oui, juste à ma droite, là, une centaine de mètres de l'arrière du peloton. Crevaison roue avant, confirmation de ce que disait Marion. Vent qui vient de 3 quarts d'eau à droite de la route et quand même assez fort. Ça peut avoir son importance. Alors, on sort de Heccle. Tony Martin, toujours à la manœuvre à l'avant du peloton. Derrière lui, l'équipe Astana. Une équipe appelée à peser sur ce Tour de France. Et aujourd'hui, c'est déjà un rendez-vous important. Certes, pas décisif. Rendez-vous important également pour Marion Rousse. Voilà, nous traversons Sorles-le-Château, l'avenue Marion Rousse. Est-ce que l'avenue, c'est une appellation définitive ou provisoire, Marion? Non, je ne pense pas. Oui, en général. Si Oui. ils ont donné une avenue, il faut la laisser. Hein. Vous savez ce qu'on dit, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Eh bien, on va leur suggérer. Non, mais sur le château, voilà, c'est mon premier club d'école de cyclisme. Donc évidemment, j'ai passé énormément de temps ici et ça fait plaisir, voilà, de voir des jeunes au bord de la route qui voient maintenant passer le Tour de France et peut-être leur donner des bonnes et grandes idées pour leur futur. Bon, puis en général, quand on baptise une avenue, C'est un jamais autre très bon nom, signe, quand ouais, même. c'est que vous êtes mort. Donc, On va attendre Toujours, encore pas quelques toujours. années quand même, hein. Et Charles Trenet ou avant lui Victor Hugo qui ont eu leur avenue de leur vivant. Ah, bon. Allez, dans moins de 30 secondes, on quitte France 2, mais bien sûr, on se retrouve en direct sur France 3 pour vivre la suite de cette très belle troisième étape du Tour de France. Il reste 185 km à parcourir et 3 minutes d'avance pour les 5 hommes de tête, 5 fuyards que l'on va retrouver dans quelques instants en direct sur France 3. A tout de suite. J'ai pris de la marge, hein.
Bonjour, bienvenue sur France 3 pour vivre la 3e étape du Tour de France aujourd'hui entre Binche et Épernay-Binche en Belgique, dans la province de Hainaut. Le départ a été donné à 12h10 de la ville de Binche. Les coureurs, après 10 km, ont posé leurs roues sur le territoire français avec la traversée de Gemont. Nous sommes à 185 km de l'arrivée, toujours dans le département du Nord. Le point sur la course avec 5 hommes à l'avant. 5 coureurs, 4 coureurs français ont pris part à cette échappée. Stéphane Rossetto pour la Cofidis, Paul Ourselin pour l'équipe Total Direct Energy, Johan Ofredo pour l'équipe Wanty Gobert, Anthony Delaplace pour la formation Arkea Samsic et puis Tim Wellens, le Belge de l'équipe Lotto Soudal, est également à l'avant. 5 hommes qui possèdent un peu plus de 3 minutes d'avance sur le peloton, un peloton toujours emmené par Tony Martin. Tony Martin, le coureur de la formation Jumbo Visma, équipier bien sûr du maillot jaune Mike Tennyson. Le voici Tony Martin. Tony Martin dans un rôle de locomotive là, qui accrochait tous les wagons derrière lui sur son porte-bagages et qui tire le peloton. Et pour l'instant, on a besoin de mettre qu'un seul homme en tête dans la formation Jumbo Visma. On économise les autres. On aura un peu de boulot dans le final. Donc le but, c'est vraiment de laisser faire Tony Martin. Et puis voilà, ça ne lui fait pas peur, lui, à ce rouleur. Il a été plusieurs fois champion du monde de la discipline, du chrono. Avec Tony Martin, capable aussi de mener des raids impressionnants en solitaire. Je me souviens d'une étape du Tour d'Espagne il y a quelques années où il avait été seul à l'avant pendant plus de 200 km et n'avait été repris qu'à 700 mètres de l'arrivée. Vous avez fait également une étape sur le Tour de France, échappée avec Julien Alaphilippe. Bien sûr, c'était entre Moiran en montagne dans le Jura et Berne, effectivement. Oui, Julien n'arrivait pas à le relayer. Et aujourd'hui, il doit être content, notre ami Tony Martin, de pouvoir rouler sans qu'on le réprimande. Regardez cette jolie ferme d'abbaye qu'on appelle le château de la Motte. Très joli endroit, juste au bord de l'étang de la Forge, toujours au cœur de ce parc naturel régional de l'Avesnois. C'est une bâtisse qui date du premier tiers du XVIIIe siècle. C'est aujourd'hui un hôtel de charme, c'est très agréable. L'abbaye dont il dépendait, c'était l'abbaye Saint-Lambert de Liessy. Allez, on fait le point avec nos envoyés spéciaux au cœur de la course. Et on commence avec Thomas Vauclair qui est derrière les hommes de tête. 3 minutes 20 d'avance pour les 5 fuyards, Thomas. Oui, ça ne traîne pas en chemin, ça roule vite depuis le kilomètre 0. Plus de 47 km/h de moyenne. Donc c'est vrai qu'il y a un vent favorable, ça aide un petit peu. Mais ces 5 coureurs ne sont pas dans une phase où ils peuvent se permettre de trop gérer, d'échanger quelques mots. Ils sont à l'ouvrage. Et puis derrière, on a un coureur comme Tony Martin, je pense qu'ils sont informés par les oreillettes, par les directeurs sportifs. On leur dit qui est-ce qui roule en tête de peloton pour qu'ils aient les infos et qu'ils puissent adapter leur effort. Ils viennent de passer le panneau kilomètre 30, ce qui veut dire qu'ils ont le droit d'aller à leur voiture de directeur sportif, récupérer des bidons ou alors des barres énergétiques. C'est un règlement qui a également été modifié depuis 2 ou 3 ans. Avant, il fallait attendre 50 km pour pouvoir avoir le droit d'aller se ravitailler. Désormais, c'est à partir du kilomètre 30. La route que nous suivons aujourd'hui est une espèce d'axe parfaitement nord-sud. C'est tout droit, on descend plein sud, et là nous sommes en train de longer la frontière belge depuis maintenant de nombreux kilomètres. Oui, c'est pour ça que ça va vite, ça fait que descendre. Ça descend, c'est tout simple. Sur la carte en tout cas. Sur la route, c'est pas le cas. La route en question, elle suit le tracé de la frontière franco-belge d'ailleurs. Donc là, on est vraiment, quand vous descendez bien entendu, à main gauche, vous êtes à quelques kilomètres seulement, même pas, à quelques centaines de mètres de la frontière. Alors nous traversons toujours donc l'Avesnois, le pays de Marion Rousse, mais aussi le pays de Céline Rousseau, notre consoeur de France 3 Lille, que nous saluons. Et vous voyez là, terre d'éleveurs et pour cause, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur ces sous-sols argileux qui donnent des terres très grasses, très belles, où les vaches peuvent paître en paix. Ça fait beaucoup de lait, de crème, de beurre et de fromage. Donc si je comprends bien Franck, le thème c'est la vache cette année. Ah oui, absolument. Alors non, c'est le maillot jaune, mais vous voyez qu'on lui a mis, un maillot jaune à la vache. C'est vrai, vous l'aviez dit déjà. Ils ont fait ça bien. Oui, bien sûr. 59.
Les agriculteurs animent le Tour de France comme chaque année. Hein, et un concours est organisé par la FNSEA en partenariat avec Amaury Sport Organisation pour promouvoir la beauté des paysages français façonnés par l'agriculture. Et les agriculteurs qui se trouvent le long des routes empruntées par le Tour sont invités à rivaliser d'imagination autour du thème, évidemment le maillot jaune, puisque nous fêtons cette année le 100e anniversaire du maillot jaune. Julien Lafilippe. Toujours le sourire. Hein. Et toujours bavard. Détendu en queue de peloton, on est loin de l'arrivée, on l'attend tout à l'heure. Beaucoup l'attendent, et c'est peut-être d'ailleurs un problème, parce que quand on est très attendu, c'est toujours compliqué de surprendre. Ça risque d'être son souci. Hein. C'est vrai qu'il est craint de tous. Lorsque le final est accidenté, on sait que c'est pour lui, et pour le coup, on va s'en méfier bien sûr, et il sera difficile de sortir. Il faudra qu'il soit sacrément costaud. Donc pour l'instant, il prend ses premiers kilomètres avec beaucoup de décontraction. Il n'y a pas de danger, donc il est bien à l'arrière. C'est vrai que l'année dernière, on l'attendait déjà sur des étapes en Bretagne. On le disait aussi grand favori. Et puis finalement, on l'avait retrouvé quelques jours plus tard. Et bien sûr, des profils qu'on n'attendait pas forcément. Et bien aller chercher de belles victoires d'étape et surtout le maillot à poids. Après Julien Alaphilippe, je pense que voilà, le fait d'avoir de la pression, il sait le gérer. Il l'a montré à plusieurs reprises. C'est vraiment devenu un cador mondial. Donc je ne me fais pas trop de soucis pour Julien. Vous voyez ces forêts bordières, hein, ces longs bois qui sont un vestige du premier bocage, celui tel qu'il existait au Moyen-Âge. Vous avez ça dans toute cette région de la Vénois encore, hein, ces vestiges de bordures forestières qui permettaient de séparer, de distinguer les parcelles des différents villages. 215 km aujourd'hui au programme. Demain, entre Reims et Nancy, il y aura une distance équivalente, 213 km 500. Ce sont deux longues étapes qui sont proposées aux coureurs aujourd'hui et demain. Ouais, demain avec une difficulté dans le final. Et évidemment, le fait que ça roule vite, que ça va rouler vite tout au long de la journée, eh bien, ça va fatiguer les organismes. Et avec le final qu'on nous a proposé et que ASO nous a concocté, on peut avoir du beau spectacle. 46 km ont été parcourus déjà, en à peine 43 minutes. Hein. Ça roule très fort, on est à plus de 50 km/h de moyenne. Alors vent dans le dos, c'est vrai, mais le rythme du contre-la-montre par équipe a été, en tout cas, un rythme qui reste en mémoire, au moins au niveau musculaire, pour Tony Martin qui oblige tout le monde à rouler vite. Et notamment Anthony Delaplace à l'avant de la course. Anthony Delaplace qui a gagné 2 courses dans sa carrière chez les professionnels. 2 courses chez lui en Normandie. Il a gagné la Poly-Normande ainsi que le classement général du Tour de Normandie. Ce qui s'appelle être prophète en son pays. Anthony Delaplace, fidèle équipier de la formation Arkea Samsic. Et Stéphane Rossetto avec son dossard rouge de combatif. Titre décerné à l'issue de la première étape. Laurent Jalabert l'a rappelé hier, il n'y avait pas de prix de la combativité à l'occasion du contre-la-montre par équipe. Et on sait qu'à la fin du Tour de France, bien sûr, le jury va décerner le titre de super combatif du Tour de France. Et ce garçon aura les honneurs du podium sur les Champs-Élysées. Oui. C'est toujours un moment particulier. Stéphane Rossetto se dit, tiens, pourquoi pas, pourquoi pas. Oui, il a en tout cas cette intention, c'est vrai, de briller dans la course. Ce qu'il découvre, hein. Encore une fois, le Tour de France, c'est sa première participation. Mais il est à l'attaque. Et voici l'un des... Alors là, de nouveau, nous sommes repartis de l'autre côté de la frontière. Nous sommes de nouveau en Belgique
pour montrer à nos téléspectateurs cette splendeur qu'est le château de Chimay, un château qu'on peut visiter, hein. Vous pouvez aller le visiter cet été, c'est absolument magnifique. C'est le château des princes de Chimay parce que à la fin du XVe siècle, Chimay a été érigé en principauté par Maximilien d'Autriche. Il s'agissait de remercier le comte de Chimay, Charles de Cruy, pour l'extraordinaire travail qu'il avait fait aux côtés des Habsbourg. Alors, si ce château est si célèbre, c'est grâce à son beau théâtre notamment, et ce théâtre, on le doit à l'une des occupantes les plus fameuses du château, qui a été elle-même princesse de Chimay, mais qui avant n'était autre que Thérésia Cabarrus, autant dire Madame Tallien. Et oui, l'épouse de Tallien, celle qu'on appelle Notre-Dame de Thermidor, cette femme qui a joué un rôle tellement essentiel dans la chute de Robespierre et dans la petite révolution dans la Révolution, hein, qu'on appelle Thermidor, la fin de la terreur. Eh bien, Madame Tallien avait épousé à la fin de sa vie un prince de Caraman-Chimay. Elle était donc devenue la propriétaire des lieux et c'est elle qui a donné tout son lustre et toute sa célébrité à cette grande maison belge. Vous voyez d'ailleurs qu'on pavoise aux couleurs de la Belgique sur la fenêtre d'entrée du château. Le château de Chimay, donc en Belgique, province du Hainaut. On est à quelques encablures seulement de notre route du Tour, mais de l'autre côté de la frontière. Et on repasse en France avec la route du Tour aujourd'hui. 177 km encore à parcourir à l'occasion donc de cette troisième étape du Tour. 3 minutes 38 à l'écart qui monte gentiment. C'est le plus gros écart enregistré depuis que c'est échappé. C'est dégagé, c'est dessiné à l'avant de la course dès les premiers kilomètres. L'écart continue de grimper. Tony Martin commence peut-être à avoir les jambes un petit peu lourdes. Les échappés ont un petit peu accéléré aussi, très certainement. Mais surtout, on est ici, contrairement aux apparences, sur un terrain qui est quand même ondulé, accidenté. Voilà, on l'aperçoit. Ces petits toboggans, il n'y a rien de vraiment plat. Et pour le coup, bien que le vent soit plutôt favorable, eh bien, on bute un tout petit peu quand même. Ça ralentit. Évidemment, cette échappée qui possède un avantage de près de 4 minutes à présent n'a pas les cartes en main encore pour espérer entrevoir la victoire d'étape. Dans le final, il faudra avoir un petit peu plus d'avance encore et surtout énormément d'énergie pour résister au retour des plus fringants. Il y aura des attaques dans les 4 difficultés répertoriées au classement de la montagne. Il y a, c'est vrai, à 20 km à l'arrivée, ce sprint bonus au sommet de la côte de Mukini, côte à 12% de moyenne, sur près d'1 kilomètre. Voilà une difficulté donc qui pourrait lancer la course pour aller chercher le gain de l'étape en tout cas et qui va certainement donc peser énormément s'ils sont toujours échappés dans les jambes de ces 5 coureurs. Nous sommes en train de traverser une grande forêt, hein, la forêt domaniale de l'abbé Valjoly. Très belle forêt, fort giboyeuse avec beaucoup de chevreuils, de sangliers. On y trouve aussi des cigognes noires, figurez-vous. Et même le cingle plongeur, qui est une des espèces les plus prisées de cette région. Magnifique, magnifique forêt, avec également une flore très intéressante, puisque les chênes, les charmes, etc. sont particulièrement beaux et variés dans cette forêt. Avec Richie Porte ici à l'arrière du peloton, Thierry peut-être qui a un problème visiblement au niveau de son oreillette, non? En tout cas, il s'est arrêté pour un besoin naturel. Tout à l'heure, je vous entendais
Parler du positionnement de Julien Alaphilippe, c'est pareil, hein, les coureurs certains en ont profité, il y avait un petit peu moins de monde là pour s'arrêter sur le bas-côté. Signe quand même, hein, on est toujours très prudent dès qu'un leader s'arrête ou un coureur de renom, style Julien Alaphilippe, eh bien on lui laisse à côté un équipier. On ne prend pas de risque parce que ça va vite. Alors là, on est un petit peu quand même dans un ralentissement. D'abord parce que vous avez employé le mot très juste aujourd'hui, on est en tôle ondulée, hein. C'est tout à fait le profil du parcours. Et donc avec le vent de dos, ça allait vite, il ne fallait pas s'attarder, il ne fallait pas trop traîner. Là on traverse la forêt dont nous parlait Franck à l'instant et on éprouve le besoin tout petit peu de ralentir légèrement. Les directeurs sportifs en profitent pour distribuer les bidons aux équipiers. Voilà, on est dans un petit temps mort, mais ça ne va pas durer parce qu'aujourd'hui on sent que c'est une étape où ça va rouler, hein. Donc cette forêt domaniale qui va donner directement dans l'autre grande forêt, la forêt du Trélon. À partir du moment où vous avez beaucoup de bois comme ça, vous pouvez alimenter des fours et c'est l'une des raisons pour lesquelles se trouvait à cet endroit, tout près de Trélon, où nous allons arriver dans un instant, la verrerie blanche de Trélon, hein, qui produisait pendant très longtemps du verre de vitre, tout simplement. Et puis, cette verrerie a été rachetée par la suite par la cristallerie de Baccarat, et on s'est mis à fabriquer du verre au plomb, autrement dit du cristal. Il faut beaucoup de bois pour alimenter les fours, hein, lorsqu'on fait du verre, bien sûr. Et vous savez que les coureurs cyclistes apprécient les passages en forêt comme ça. Oui, évidemment. Ça mène de la fraîcheur et puis surtout, ça abrite du vent. Et pour le coup, et ça donne de l'oxygène. On est tranquille. Ouais, ben c'est certainement pour ça aussi, mais on est tranquille. Quand on est en forêt, ou entouré de forêt, en tout cas, c'est un moment d'accalmie en course. Alors l'écart était monté tout à l'heure à 4 minutes. Je pense qu'il y a eu un petit bug au niveau du chronomètre. 3,20 maintenant nous indique le GPS. Comment ça se passe devant Thomas là, pour les nos 4 Français et Tim Willems? C'est la parité d'ailleurs avec 2 coureurs de l'Île-de-France et 2 Normands. Ah oui, mais bon, si vous reprenez toutes les infos que je dis en régie, après moi je suis en slip hein, quand je prends la parole. Mais ouais, non, c'est ça. Il y a 4 Français, un Belge, et on a 2 Normands, Paul Ourselin et Anthony Delaplace, et puis 2 Franciliens d'origine, hein, Johan Fredo, et bien sûr Stéphane Rossetto. Et il roule bien. Alors là, pour le coup, depuis quelques kilomètres déjà, à la faveur de l'écart qui a grandi, ils ont pris une allure un petit peu plus mesurée. Il y a un petit tempo, comme on dit. Et puis voilà, ils unissent leurs forces. Je voulais juste tirer un petit coup de chapeau aux 4 équipes invitées. Parce que ça soit du côté de l'équipe Cofidis, Arkea Samsic, ou Anti-Gober Cycling Team ou Total Direct Energy, eh bien c'est une échappée aujourd'hui qui n'était pas facile à prendre. Ça a bagarré au début, on a vu des coureurs de la trempe de Thomas de Rent tenter de prendre cette échappée. Eh bien les 4 équipes françaises, les 3 équipes françaises invitées et les 4 équipes invitées donc ont réussi à placer un homme devant et il fallait le souligner parce que c'était pas une mince affaire en début de course. L'ambiance est détendue. On sent bien que cette échappée arrange bien la grande majorité des coureurs du peloton. À l'arrière, on en profite pour discuter, pour se détendre un petit peu après la pression de la journée précédente. Et voilà, on prend un petit moment de répit avant le final qui sera certainement un peu plus stressant. Et voilà ce qu'il reste de l'abbaye Saint-Michel avec cette magnifique façade baroque, comme vous pouvez le voir. Nous sommes là exactement dans ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette reconstruction d'un certain nombre de congrégations religieuses à la grande époque 17 et 18e siècle, au profit d'une certaine prospérité, à la faveur d'une certaine prospérité. Elle a été classée dès 1837, cette abbaye Saint-Michel, qui propose un festival de musique et de chant. Ça vient juste, c'est en ce moment, hein, mois de juin et début du mois de juillet. Il y a aussi un musée de la vie rurale et forestière dans les dépendances de l'abbaye. Regardez la beauté du chevet de l'abbatiale. C'est particulièrement réussi avec ces chapelles rayonnantes. Quant au petit cloître, on dirait presque une place de village avec son côté ultra classique, ses parements de briques et ses chaînages de pierre.
C'est une étape très riche que nous suivons, tant sur le plan patrimonial que sur le plan sportif. Sur le plan sportif, il y aura un final musclé, nerveux, en direction d'Épernay, avec 40 derniers kilomètres qui s'annoncent assez intenses. Alors, vous le savez, comme chaque année, France Télévisions et le Muséum d'Histoire Naturelle vous emmènent à la découverte de sites naturels d'exception afin de vous sensibiliser à la protection de la biodiversité. Et donc chaque jour, vous découvrez un site remarquable d'une région traversée par les coureurs du Tour de France. Aujourd'hui, nous nous intéressons au parc de la montagne de Reims que les coureurs ont traversé dans les 50 derniers kilomètres. Regardez et écoutez. Savez-vous qu'il existe près de Reims une montagne qui culmine à près de 300 mètres d'altitude? Vieille de 70 millions d'années, cette montagne est constituée de craie, d'argile, de sable et de calcaire. Ce sont sur ces coteaux calcaires où se sont installés les plus prestigieux crus classés. Dans ces habitats, on trouve encore quelques pelouses sèches. On rencontre une faune et une flore spécifiques qu'il faut parfois chercher le nez dans le gazon. Le site a une configuration particulière. Il est composé de différentes petites clairières, toutes reliées les unes avec les autres. On y trouve de nombreuses orchidées sauvages, des insectes, de nombreux oiseaux ou encore des reptiles. Nous œuvrons pour conserver une mosaïque d'habitat entre forêts, zones humides et pelouses sèches. Tous ces milieux naturels ont une fonction particulière et une biodiversité spécifique qu'il est important de conserver. Et nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio commentateur monsieur Bruno David, qui est le président du Muséum d'Histoire Naturelle, avec lequel donc France Télévisions et ASO sont partenaires depuis 5 ans maintenant. C'est la 5e année de ce partenariat. On s'en félicite. Bonjour Bruno David. Bonjour. Merci d'être avec nous pendant quelques minutes pour parler justement de la biodiversité que nous tentons de promouvoir à l'occasion donc de ces petits sujets qui mettent en valeur ces sites remarquables. Oui, évidemment, pour le Muséum national d'histoire naturelle, c'est vraiment l'opportunité de parler à des millions de téléspectateurs, d'apporter des histoires d'histoire naturelle, des histoires de la nature dans les foyers. De sensibiliser, bien sûr, alors de montrer, d'essayer d'expliquer, donc de faire comprendre, et à travers cette compréhension, de sensibiliser à la protection des environnements, parce qu'il faut d'abord savoir que ça existe, c'est la première étape, et ensuite il faut essayer de comprendre. On ne peut pas sensibiliser si on n'a pas compris de quoi il s'agissait. Et aujourd'hui, donc, c'est la montagne de Reims qu'on vient de voir, qui est assez exceptionnelle, parce qu'on a ces clairières interconnectées qui sont absolument magnifiques, et puis des orchidées, des insectes qui viennent polliniser ces orchidées, enfin un environnement tout à fait remarquable que bien peu de gens connaissent finalement. J'en ai parlé ce matin avec des gens qui sont censés connaître la biodiversité, ils ne connaissaient pas la montagne de Reims. Donc vous voyez, c'est un rôle important, ces petits films qui sont absolument magnifiques, très bien faits. Et puis les commentaires de Franck Ferrand, bien sûr, si je peux en ajouter un tout petit peu, avec la question de géodiversité qui est préparée par un professeur au muséum, qui est Patrick de Vévert, qui est un très bon collègue d'ailleurs, et qui prépare ses textes de manière à aussi montrer tout ce patrimoine géologique qu'on a en France, et en quoi ce patrimoine géologique aussi est lié à la biodiversité et lié à l'installation des hommes sur les territoires, parce que tout ça forme un tout. S'il y a du vin en Champagne, c'est parce qu'il y a des formations géologiques qui peuvent accueillir la vigne. Et ça crée une sorte de lien. Ce qui est assez magnifique, c'est que de la géologie, on passe très vite souvent à la géographie, donc à l'économie, à l'histoire, à la culture. Et nous essayons, grâce notamment à cette collaboration très fructueuse avec le professeur Patrick de Wever, qui est donc professeur émérite au Muséum national d'histoire naturelle, nous essayons tous les jours de faire comprendre le paysage, de le rendre plus lisible. Oui, bien sûr, parce que comme scientifique, quand on regarde un paysage, on a tendance à le lire. Alors il faut pas en faire trop, il faut garder l'émotion. Parce que je pense que si on doit préserver les environnements, c'est aussi pour leur beauté.
Bien sûr, c'est pour les services que les écosystèmes peuvent nous rendre, nous aider à respirer, à filtrer, etc., à nous fournir des ressources alimentaires. On est en Champagne, donc on se doute bien de quelles ressources il s'agit là aussi. Mais aussi, il y a une beauté. Et je crois que c'est très important. Il ne faut jamais oublier la beauté. Elle est fondamentale. Et je pense que justement, connaître et comprendre les choses, notamment le sous-sol, ça permet d'apprécier davantage encore. Ça rend cette beauté plus forte, d'une certaine manière. Oui, bien sûr. Parce que tenez, regardez ce que nous avons sous les yeux, justement. Nous parlions de sol et de sous-sol, et voilà que nous sommes en présence de cette carrière Bocahu, assez extraordinaire. Hein, ces carrières qui produisent quelques 2,5 millions de tonnes de granulats, 120 000 tonnes de chaux vives aériennes. Là encore, nous sommes à la jonction immédiate de ce que la géologie nous apprend et de ce que l'économie nous permet de découvrir. Oui, bien sûr. Et à travers la beauté des environnements, moi je pense que ça suscite une émotion. Et pour moi, l'émotion est toujours un petit peu fixatrice de mémoire. Si on a une émotion, on va mieux se souvenir de quelque chose. Et rien de tel que cette diffusion du Tour de France, ces 21 étapes, absolument fantastiques, où vous pouvez donner la parole à des scientifiques. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'ils aiment partager leur passion. J'espère qu'ils le font bien. En tout cas, ils le font très bien à travers votre voix, Franck Ferrand. Et c'est un moment qu'on attend avec impatience chaque année. Et j'espère que l'aventure entre le Muséum et le Tour de France et France Télévisions va se poursuivre vraiment très très longtemps. Alors, nous l'espérons aussi. Hein. Justement, Bruno, donc le Muséum d'histoire naturelle est un musée, mais pas que. Quelles sont les actions concrètement que vous menez pour protéger cette biodiversité que nous vous montrons tout au long de ces 21 étapes, hein? On fait beaucoup de choses. Il y a une sensibilisation, bien sûr, dans les galeries, à travers les expositions qu'on peut faire. On a en ce moment une exposition sur l'océan qui se tient dans la Grande Galerie de l'Évolution. Et c'est une exposition que je qualifie de vaccin contre l'indifférence. On essaye justement de montrer les beautés de l'océan, montrer à quel point c'est beau. On essaye de ne jamais être anxiogène, et on ne l'est pas du tout d'ailleurs non plus sur le Tour de France. On n'essaye pas de culpabiliser, on essaye de montrer la beauté des choses, de les expliquer, et à travers cette beauté, de sensibiliser à la protection nécessaire. Et cette exposition sur l'océan, moi j'ai tendance à penser qu'un visiteur qui sort de l'exposition sera plus sensible, sera plus réceptif à la cause de l'océan quand il en sortira, quand il y est entré. Mais vous êtes optimiste, justement? Est-ce qu'on en fait assez pour préserver la biodiversité en France? Je pense que ça va durer jusqu'à la fin de l'étape si vous lancez sur ce genre de sujet. On va pas pouvoir. Ça serait quand même dommage. Je vais vous dire, ça dépend des sujets. Je suis assez pessimiste parce que je trouve qu'il y a une accélération des processus et d'atteinte à l'environnement qui sont gravissimes. Et comme paléontologue de formation, je vois ce qui s'est passé dans les 500 derniers millions d'années, ce qui est une période gigantesque, et je regarde ce qui se passe en ce moment et ça m'inquiète. Et puis d'un autre côté, quand on voit la capacité de la biodiversité à cicatriser, c'est une capacité absolument incroyable. La biodiversité a une capacité qu'on appelle la résilience qui est phénoménale. Si on la laisse tranquille quelques instants, elle va cicatriser. Et il y en a un très bel exemple qui sont les marées noires. Au bout de 10 ans, une marée noire, elle est complètement cicatrisée, l'environnement a complètement récupéré, bien sûr sous réserve qu'il n'y ait pas eu une autre marée noire entre-temps. Mais ça veut bien dire que la biodiversité a une capacité de réaction absolument phénoménale. Merci beaucoup Bruno David, voilà, président du Muséum national d'histoire naturelle. Merci pour cet éclairage. Merci et puis, pour cette invitation. Bien évidemment, comptez sur nous pour continuer à promouvoir la biodiversité, chaque étape durant ce Tour de France 2019. Il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé, puisqu'on parle de biodiversité, de sous-sol, de nature, c'est la Thiérache. Hein. Nous sommes là au cœur même de cette grande région naturelle de la Thiérache. Et ce que vous apercevez là maintenant à l'écran, c'est la première de toute une série, de tout un petit chapelet d'églises fortifiées que nous allons croiser sur notre chemin. En l'occurrence, cette église Saint-Martin, dont vous voyez qu'elle est très massive, qu'elle a été entourée, enfin que ses tours d'entrée, de part et d'autre du porche, ressemblent beaucoup plus à des tours de château fort qu'à des tours d'église. Eh bien, c'était évidemment, dans des périodes extrêmement troublées du Moyen-Âge, un moyen pour les habitants de ces villages de se réfugier et de se défendre, tout simplement. On va en croiser d'autres de ces églises fortifiées. Voilà, et après la biodiversité, on va parler de transition écologique, puisque c'est l'affaire de tous. Et France Télévisions compte bien s'engager, c'est une réalité déjà dans de nombreux territoires, grâce aux initiatives de citoyens, d'associations, de collectivités locales. Et nous allons
Au fil de ce Tour de France, est bien présenté un certain nombre de ces initiatives auxquelles les rédactions régionales de France 3 se sont intéressées. Aujourd'hui, regardez, focus sur la région naturelle de la Thiérache dans le département de l'Aisne, puisque le peloton du Tour de France passe tout près. Il y coule une rivière, l'Artoise, dont la qualité de l'eau est remarquable, ce qui permet d'y trouver des espèces animales et une flore unique protégée par les associations de protection de la nature et les pêcheurs qui relâchent les poissons. Et grâce à eux, l'Artoise a obtenu le label Rivière sauvage, comme d'ailleurs une vingtaine de rivières en France. Et au passage, un grand merci à nos confrères de France 3 Amiens pour ces magnifiques images de la rivière Artoise. L'écart, on revient à la course bien évidemment, l'écart qui dépasse les 5 minutes maintenant, 162 km à parcourir, 5 minutes d'avance pour les 5 hommes de tête. On va retrouver Thomas, 5 minutes, ça devient intéressant Thomas, vous qui étiez un spécialiste des échappées. Oui, le paradoxe, c'est que la tête de course a un petit peu ralenti par rapport à la première heure de course et l'écart grandit pour autant. Comme quoi, c'est vraiment le peloton qui décide. Les coureurs de tête ont parcouru 46,9 km dans la première heure. Ça vous fait une belle moyenne de 47 km/h. On est un peu en dessous des 50 km/h annoncés par Laurent Jalabert. Et par contre, pour corroborer ses propos, il y a déjà en 1 heure de course et donc 47 km, les coureurs ont grimpé 400 mètres de dénivelé positif. Donc le terrain est tout sauf plat aujourd'hui, hein. Pas seulement à la fin. Oui, c'est une étape accidentée, c'est vrai. Et d'ailleurs, on le voit, hein, bien souvent, ça joue du dérailleur, on se met volontiers en danseuse. Et 48 km/h, 47 km/h, on va être précis Thomas, pardon. Hein. Mais moi je suis toujours optimiste sur les moyennes. 46,9, ouais, 47, on va pas chipoter pour un 0,1. Ah non, chipotons. C'est une super moyenne. Fourmi aime le Tour, nous dit la ville de Fourmi, et on ne peut pas ne pas évoquer ici, bien sûr, le terrible drame de la fusillade de Fourmi. C'était le 1er mai 1891. Ah, on a l'air comme ça. Le vélo roule à l'envers, si je ne m'abuse. En voyant cette animation, on a l'air insouciant et heureux à Fourmi, mais on n'oublie pas, évidemment, cet épisode terrible. Le jour où la troupe... Vous savez, il y avait beaucoup de... À l'époque, il y avait des usines textiles, il y avait énormément d'ouvriers dans la région, et les ouvriers en question luttaient pour la journée de 8 heures. On était loin des 35 heures par semaine, là. Et le 1er mai 1891, ils ont voulu lutter, ils ont voulu défiler tout à fait pacifiquement, sauf que la troupe qui était là, qui s'est sentie acculée, il y avait environ 30 militaires face à 150 ou 200 ouvriers, et c'était des militaires armés de fusils Lebel, s'il vous plaît, hein, avec 9 balles, une dans la chambre et 8 en magasin. Eh bien, la troupe a tiré, et ça a fait 9 morts, 35 blessés, tout ça en 45 secondes seulement, ça a été un désastre. Il y avait parmi les morts, on a relevé des gamins de 11, 14, 16, 17, 18 ans. Cette fusillade terrible de Fourmi, c'était le 1er mai 1891. Fourmi donc à l'extrême sud-est du département du Nord. Fourmi qui abrite également, qui accueille plutôt chaque année une très belle course cycliste, le Grand Prix de Fourmi, une course créée en 1928, une belle classique que Marion et Laurent connaissent bien et dont le vainqueur sortant est un certain Pascal Ackermann, le sprinter allemand de l'équipe Bora Hansgrohe, vainqueur d'étape sur le Tour d'Italie au mois de mai, qui n'est pas présent sur le Tour de France. Et quand on regarde le palmarès du Grand Prix de Fourmi, il y a du lourd ces dernières années. Marcel Kittel en 2016, Nasser Bouhanni en 2017, Jonas Van Genegten, Fabio Fellini et Lars Bach. Ça arrive très souvent en sprint, hein. C'est vrai, avec une arrivée un peu particulière, plutôt en faux plat descendant, ça va très très vite. Une belle petite course, oui. Et d'ailleurs, on n'a quasiment que les sprinters hein, au palmarès, enfin, surtout ces dernières années, au palmarès du Grand Prix de Fourmi. Certain Philippe Gilbert l'avait déjà rencontré. Oui, Philippe Gilbert l'a gagné aussi, c'est vrai, Marion. Tim Wellens, hein, bien posé sur sa machine. Alors, Tim Wellens, il n'aime pas la chaleur. Une petite anecdote sur lui, mais c'est vrai que voilà, c'est un coureur qui apprécie les mauvaises températures et surtout la pluie. Vous voyez, quand on parlait d'ouvriers et d'usines textiles, eh bien voilà, ce musée justement de la vie sociale de Fourmi
qui nous donne une idée de ce que pouvaient être ces grandes usines où se concentrait une population objectivement assez maltraitée. C'était une époque où on travaillait considérablement et on n'avait pas tellement de considération pour la main-d'œuvre. On va marquer une petite pause, c'est la première dans cette troisième étape du Tour de France entre Binche et Épernay. 5 hommes à l'avant, on le rappelle, 5 minutes d'avance sur le peloton. On revient dans quelques instants sur les routes du Tour. À tout de suite. Le Tour de France avec Leclerc, partenaire majeur. Vous savourez le Tour de France avec Senseo, café officiel. Faites le point sur l'étape du jour avec Chris, opticien officiel du Tour de France. Le Tour de France est en France depuis quelques minutes. Après un départ donné à Binche aujourd'hui en Belgique, dans la province de Hainaut, eh bien, les coureurs ont posé leur roue sur le territoire français, dans le département du Nord. Nous sommes à 157 km de l'arrivée. Une échappée de 5 coureurs, avec ici à l'image Stéphane Rossetto pour l'équipe Cofidis, Tim Wellens, le Belge de la formation Lotto-Soudal. Ici, c'est Paul Ourselin pour la formation Total Direct Energy. Il y a également dans cette échappée Johan Ofredo, le coureur français de l'équipe Wanty Gobert. Dernier écart, 5 minutes par rapport au peloton. Et avec les hommes de tête, on va retrouver Thomas Voeckler, bien évidemment. 5 minutes, Thomas, dernier écart. Oui, 5 minutes, c'est bien, c'est un écart que les coureurs aiment bien. Ça commence à être confortable, hein, surtout que j'étais justement en train de discuter avec quelques directeurs sportifs des coureurs présents devant, notamment Sébastien Hinault de l'équipe Arkea Samsic. Et il a bien renseigné son coureur en lui disant qu'il n'y avait qu'un seul coureur qui roulait derrière eux. Donc c'est des petits éléments comme ça qui motivent les coureurs quand ils sont échappés. Quand on vous annonce qu'il n'y a qu'un seul coureur qui roule, même si on évite peut-être de dire que c'est Tony Martin, hein, parce que ça, là, au contraire, ça peut décourager un peu. Mais voilà, ça se dit peut-être, voilà, on est 5, ils sont tous seuls à rouler pour l'instant. Bon, ils sont pas bêtes, ils savent très bien que leurs chances de réussite sont réduites, mais sait-on jamais. 5, c'est des coureurs de valeur. Il y en a un très talentueux qui est Tim Wellens, et le parcours s'y prête. Et sur la fin de course, il faudra faire attention parce que le peloton ne peut pas compter sur les 40 derniers kilomètres pour s'organiser parce que les routes seront trop tortueuses et trop étroites. C'est sûr, il a raison, hein, Thomas. Si les directeurs sportifs avaient annoncé dans les oreillettes des hommes de tête que plusieurs formations étaient déjà à la chasse et à l'ouvrage derrière eux, ça aurait peut-être un peu plus peiné leur morale. On aurait pu voir la formation, pourquoi pas Movistar pour Valverde, ou encore la formation de Koenig de Julien Alaphilippe. Pour l'instant, c'est pas le cas. On laisse faire vraiment la formation Jumbo-Visma. Et donc, c'est vrai que c'est tout bon pour le moment pour les hommes de tête.